d'abord, je tiens, donc, comme je le disais, à remercier Anne-Sophie Noël pour cette invitation. Moi, je suis très heureux de pouvoir vous parler d'un courant, on va dire, d'études de la cognition qu'on appelle la cognition incarnée. Pourquoi? Parce que c'est au final un courant qui est dans le domaine de la cognition qui est peu représenté, qui commence de plus en plus à être représenté au niveau international, mais au niveau francophone, qui est au final peu représenté. Et, euh, et donc, moi, ça me fait plaisir d'en parler parce que je me dis que c'est un courant qui mérite, entre guillemets, d'être présenté. Et bon, j'espère que vous serez convaincus de ça à la fin de mon exposé. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter ce courant-là et surtout comment on étudie, enfin comment on considère la cognition dans ce courant et comment, au final, on a pu évoluer d'une conception assez classique dans laquelle la cognition, avant tout, c'est plutôt une représentation, c'est-à-dire une intériorisation d'une réalité vers ce courant incarné dans lequel, au final, la représentation, c'est plus une conséquence, on va dire, du fonctionnement de l'individu en interaction avec son environnement. Donc, c'est un peu le titre de ma présentation, d'essayer d'envisager ce glissement d'une propriété, en fait, l'incarnation, l'aspect embodied d'une propriété de la cognition, d'une propriété cognitive, vers un changement de paradigme pour étudier le fonctionnement cognitif individuel. Alors, pour commencer, je voudrais vous rappeler un peu un contexte qui est un contexte historique, c'est-à-dire que la cognition, on l'a tout d'abord étudiée à travers un prisme qui est celui du cognitivisme. En gros, ce cognitivisme, qu'est-ce qu'il supposait? Il supposait avant toute chose qu'un individu il était capable d'agir, c'est-à-dire qu'on est tous capables de faire des comportements. Pourquoi? Parce qu'on aurait des processus qui nous permettraient, des processus cognitifs, qui nous permettraient d'interagir avec notre environnement et de pouvoir extraire de l'information de cet environnement, euh, à travers notamment le corps, pour pouvoir se la représenter. L'idée, ce serait qu'il y ait un réel qui soit extérieur à l'individu, donc un monde qui soit extérieur à l'individu. Cet individu serait doté de capteurs, un corps, qui lui permettrait d'extraire de l'information et par la suite, il utiliserait un certain nombre de mécanismes internes, des mécanismes cognitifs ou des processus cognitifs pour pouvoir se représenter cette information dans un langage qui serait compréhensible par la cognition. Par ailleurs, vous avez un autre auteur qui s'appelle Fodor qui va dire la preuve de l'existence de ces représentations, ça serait le comportement, puisqu'il suppose que le comportement, au final, ça serait l'effet, la preuve de l'activation de représentations mentales. En d'autres termes, pourquoi on aurait des comportements? Pourquoi on serait capable d'agir dans l'environnement? Tout simplement parce qu'on a des représentations qui seraient préalables à cet environnement. Donc, dans ce contexte-là, si j'ai essayé de faire un peu l'analogie avec cette question du spectateur, j'ai l'impression qu'il nous intéresse ici, ça nous dirait au final qu'un spectateur ici qui assisterait à une représentation théâtrale, sa cognition ou ses états cognitifs, il serait dépendant de quoi? Il serait dépendant des stimuli qui lui seraient présentés, des représentations qui pourraient se former de ces stimuli, c'est-à-dire des processus cognitifs qui mettraient en jeu au cours de cette représentation théâtrale pour se former des représentations, et le comportement qu'on pourrait observer, la réponse qu'on observerait de ce spectateur, elle serait directement liée à l'activation de ces représentations. Okay. Donc ici, on a un schéma dans lequel on voit bien, on a des informations qui sont présentes dans l'environnement. Ces informations, elles sont capturées par un individu, ici un spectateur, qui va se représenter ces informations-là et agir vis-à-vis de ces représentations, en tout cas déployer un comportement spécifique par rapport à ces représentations cognitives qui auraient été activées. Donc dans ce contexte-là, deux choses que vont souligner, que suppose ici le cognitivisme, qu'on va pouvoir discuter, peut-être critiquer ici. Hein. La première chose, c'est qu'il va dire que s'il y a un extérieur et qu'il y a de l'information qui vient de l'extérieur, que cette information doit être capturée par l'individu, ici par son corps, pour qu'il puisse se la représenter. Il faut nécessairement, ici pour le cognitivisme, que les états corporels, donc les états du corps, puissent être dans une certaine mesure dissociables ou dissociés des états cognitifs.
En d'autres termes, la représentation au final qu'on aurait de nos propres états corporels ne serait pas tout à fait la même. Enfin, l'information pardon, qui arriverait et qui serait capturée par le corps ne serait pas tout à fait la même que celle qui serait représentée d'un point de vue cognitif. Et donc, ces deux informations pourraient, pourquoi pas, interagir, mais elles seraient bien distinctes et pourquoi pas dissociables, voire indépendantes l'une de l'autre. Alors, cette idée-là, elle a été très rapidement donc cette idée qui date du début du cognitivisme, hein, des études sur la cognition, donc des années 50, elle a été assez rapidement remise en question. Et notamment, ici, je vais prendre un exemple qui est celui des émotions. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté une étape. Donc, c'est cette idée d'une indépendance entre le corps et les représentations cognitives, elle a été remise en question par un courant qu'on appelle la cognition incarnée. Et ce courant, ce qu'il va dire, dans un premier temps, il va dire que les états cognitifs, ce qu'on appelle au final cognition ou représentation mentale, ne peuvent être considérés indépendamment des interactions qu'entretient un corps avec un environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ça laisserait supposer que ce qu'on appelle cognition, cette cognition serait tributaire d'une interaction sensorimotrice entre un corps et son environnement. Donc, dans ce contexte-là, on ne pourrait plus séparer les états cognitifs des états corporels. En gros, ce qu'on appellerait cognition, une représentation au final d'un environnement, d'une scène par exemple, ne pourrait être considérée indépendamment de l'état corporel dans lequel se situe l'individu. Et ça a été très bien étudié dans le champ des émotions, mais pas que. J'ai pris le champ des émotions parce que ça s'en comprend peut-être mieux, dans lequel on s'est rendu compte que les représentations émotionnelles ou les compréhensions d'un état émotionnel ne sont pas complètement dissociables ou ne peuvent pas être dissociées des expressions faciales que vivrait l'individu qui recevrait une émotion. En d'autres termes, ce qui a été montré, c'est que à travers plusieurs manipulations expérimentales, c'est que lorsqu'un individu est confronté à un contenu émotionnel, donc il est exposé face à un contenu émotionnel, que ce contenu soit positif, négatif, donc balancé positivement ou balancé négativement, on montre que les expressions faciales qu'a l'individu pendant qu'il reçoit ces informations émotionnelles contribuent à la représentation même de ces représentations émotionnelles. Donc, ça a été fait à la fois en termes d'induction, c'est-à-dire que ici, vous avez deux exemples d'induction expérimentale qui ont été utilisés dans la littérature au niveau expérimental pour essayer de produire des expressions faciales et de voir les effets de ces expressions faciales sur la compréhension et la représentation d'un état émotionnel, d'un contenu émotionnel. Donc ici, dans l'expérience de Larsen et collaborateurs, le participant il a des petits tis de golf qui lui sont collés au niveau des sourcils et on lui donne comme consigne aux participants soit de rien faire, donc d'être dans une position qui est une position qui est relâchée, soit de contracter les sourcils dans le but d'essayer de faire toucher les deux petits T. Et ça a pour conséquence de lui faire froncer les sourcils. Et ce qu'on constate, c'est que quand les participants sont dans cette configuration-là, ils ont tendance à détecter le contenu qu'on leur présente comme étant plus négatif que ce qu'il n'est et le détecter les émotions négatives comme plus rapidement que les autres émotions. Dans ce contexte-là, on fait l'inverse avec les enfin, pas l'inverse, mais c'est la même logique ici qui est appliquée au niveau des zygomatiques. On demande aux participants ici de tenir un stylo soit entre les lèvres, soit entre les dents, qui a comme conséquence soit d'inhiber en fait, les zygomatiques, donc d'inhiber un peu le sourire, soit de le stimuler, ce sourire-là. Et on observe le même phénomène ici que pour les émotions négatives, mais cette fois-ci avec les émotions positives. C'est-à-dire que les participants qui sont avec un sourire, entre guillemets, forcé, vont juger les contenus comme étant plus positifs que ce qu'ils sont, et ils vont avoir tendance à détecter les émotions positives plus rapidement. Donc, ce qu'on observe ici à travers un peu une induction, on va dire, des expressions faciales, on peut l'observer aussi lorsqu'on interfère avec la production d'une expression faciale, où là où je vous ai mis l'exemple d'une étude de David et ses collaborateurs, où il s'est intéressé à des participants qui ont subi, c'est pas tout à fait subi parce qu'a priori c'est choisi,
et qui ont eu des injections de Botox. Et donc, le Botox a tendance en fait à réduire l'élasticité, donc à tendre la peau, mais aussi à réduire le tonus musculaire. Et donc, on a des expressions faciales en fait qui sont moins naturelles un petit peu. Et donc, dans ce contexte-là, ils ont observé que interférer avec la possibilité de mimer ou de produire une expression faciale, lorsqu'on est en interaction avec du contenu émotionnel, ça interfère avec la compréhension de ce contenu émotionnel. Donc, en gros, ces arguments qu'on voit ici avec la compréhension, la représentation d'un contenu émotionnel, ça nous dit qu'au final, les états du corps ne peuvent pas vraiment être séparés des états cognitifs, puisque ces états du corps, ils participent même à la compréhension de ces états cognitifs. Okay, donc ici, la représentation d'une émotion ne peut être conçue indépendamment de l'état corporel dans lequel l'individu est à ce moment-là, et donc des informations sensorielles et motrices qui sont à ses dispositions. Donc cet aspect incarné de la représentation, c'est quelque chose qui est relativement admis aujourd'hui, et c'est, je pense, dans le champ des sciences cognitives, cet aspect, on va dire, sensorimoteur de la représentation mentale, aujourd'hui, il est plutôt bien admis. Et donc, cette propriété incarnée de la cognition, je pense qu'elle est plutôt partagée par l'ensemble de la communauté en sciences cognitives. Ce qui est relativement moins admis, c'est la deuxième conséquence en fait, du cognitivisme. C'est-à-dire que, je vous ai dit, le cognitivisme, il suppose que l'information, elle existe dans l'environnement, qu'elle est capturée par des sens et qu'elle va ensuite être représentée au niveau cognitif pour pouvoir agir. Donc, la première chose que suggérait cette idée-là, c'était une séparation état du corps, état mentaux. Mais une deuxième chose que va suggérer le cognitivisme, c'est potentiellement la séparation entre l'information et l'environnement dans lequel elle est produite. En d'autres termes, ce que suggère le cognitivisme, c'est que à information équivalente, donc si on prend deux stimuli, ici le stimulus A et le stimulus B, techniquement, si ce sont les mêmes informations, peu importe le contexte dans lequel ces informations sont présentées, la représentation cognitive que l'on aura de ces informations devrait être la même. En d'autres termes, si le stimulus A véhicule la même information que le stimulus B, donc ce sont les mêmes stimuli, normalement, il devrait être représenté de la même manière. Donc, cette idée, ça laisserait suggérer que l'environnement devrait être ou pourrait être dissocié de l'individu et que les informations, au final, elles existent dans l'environnement indépendamment de l'individu. Or, cette idée-là, elle a été remise en question assez tôt au final. Donc là, je vous ai mis plutôt une situation de Baxey-Chemereau de 2018, mais dès 1977, vous allez voir, cette idée elle a été remise en question en se disant, au final, est-ce que l'information, elle est dans l'environnement? Est-ce que l'information, elle préexiste à l'interaction avec l'individu et donc elle existerait intrinsèquement dans cet environnement? Ou est-ce que l'information, elle est dans la relation entre un individu et son environnement? Et donc ça suggérerait qu'il existerait des liens spécifiques entre un individu et son environnement. Et la relation entre cet individu et l'environnement, elle serait possible pour favoriser en fait la perception et l'adaptation de l'individu à son environnement. Donc ça a été cette idée, elle a été expérimentée à travers plusieurs types d'études. Donc moi, je vous ai choisi de présenter un type d'effet et un paradigme qu'on appelle le paradigme de compatibilité stimulus-réponse. Et cette idée, elle s'inscrit dans un champ qu'on appelle la psychologie écologique. Et donc, pour que vous compreniez un petit peu cette idée, c'est très simple, c'est qu'on va s'intéresser aux liens entre des propriétés des objets, ici, ou des propriétés de l'environnement, et la manière dont l'individu devrait rentrer en interaction avec ces propriétés de l'environnement. Ah, pardon, il y a une Sophie Noël qui me rappelle. Hop, je la reprends.
Hop, je continue, Anne-Sophie. Je vois que tu viens de me rappeler, pardon. Et donc, ici, on va présenter aux participants des objets. Ces objets vont pouvoir être présentés à l'endroit ou à l'envers. Et ce qu'on va manipuler indépendamment de la tâche, donc la tâche du participant, c'est de répondre est-ce que c'est à l'endroit ou à l'envers. Et indépendamment de cette tâche, on va manipuler l'orientation de l'objet. On va manipuler l'orientation de l'objet de telle manière que l'objet va pouvoir être orienté avec sa partie préhensible soit à gauche, soit à droite. Et pourquoi cette manipulation est intéressante? Parce que le participant, pour fournir sa réponse, ici, est-ce que c'est à l'endroit ou à l'envers, il va devoir presser des touches du clavier et ces touches du clavier elles vont pouvoir être latéralisées, soit à gauche, soit à droite. Donc ici, imaginons que pour répondre que l'objet n'est pas à l'endroit, ici, est à l'envers, il va devoir ici presser donc, la touche No, ici, qui sera à gauche, et non pas la touche Yes, qui sera à droite. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que pour répondre à cet objet qui n'est pas à l'endroit, il va devoir appuyer sur la touche No, qui est ici à gauche et qui est donc orientée du même côté que la partie préhensible de l'objet. Et donc, on va lui présenter d'autres objets ici. Donc là, c'est encore un objet qui est à l'envers. Hein. Et cet objet, il va pouvoir avoir sa partie préhensible, non plus cette fois-ci orientée à gauche, mais orientée à droite. Et donc, lui demande la même chose. Est-ce que cet objet est à l'endroit ou à l'envers? Il doit répondre ici encore non, cet objet est à l'endroit. Il n'est pas à l'endroit, pardon. Donc, ce qu'on constate ici, c'est que en manipulant de manière incidente, j'ai envie de dire, cette caractéristique ou cette configuration de l'objet et cette configuration ici des touches de réponse, on va pouvoir produire des effets qui sont des effets qui n'ont au final rien de cognitif au sens où je vous l'ai décrit jusqu'à présent, puisqu'on pourrait se dire que un objet, du moment que je me représente cet objet-là, hein, peu importe qu'il soit présenté, c'est un couteau, peu importe qu'il soit orienté à gauche, à droite, à l'endroit, à l'envers, ça reste toujours un couteau. Et au final, la configuration dans laquelle on va me présenter l'objet, ça ne devrait pas du tout impacter la manière dont je vais répondre à cette propriété à l'endroit, à l'envers. Or, ce qu'on constate de manière massive, c'est que les participants, lorsqu'ils répondent de manière compatible, c'est-à-dire que lorsqu'ils doivent juger du caractère à l'endroit, à l'envers, en appuyant sur une touche de réponse qui est orientée du même côté que la partie préhensible de l'objet. Par exemple, ici, je dois appuyer sur la touche gauche pour répondre. J'ai inversé les deux touches, les deux images, je suis désolé, peu importe. Je dois répondre sur la touche droite, excusez-moi. Je dois répondre sur la touche droite pour répondre que l'objet est ici à l'envers. Et on voit que je suis plus rapide ici à répondre pour cet objet-là que si je devais appuyer encore une fois sur la même touche, la touche droite, et que l'objet a sa partie préhensible qui est à gauche. En d'autres termes, ce qu'on trouve, c'est que globalement, quand la touche de réponse que je dois appuyer pour fournir ma réponse, elle est compatible, c'est-à-dire qu'elle est du même côté que la partie préhensible de l'objet, on est systématiquement plus rapide à faire la tâche que si ma touche de réponse elle est du côté inverse, du côté opposé à cette partie préhensible. Donc, cette idée, c'est ce qu'on appelle une affordance. Et c'est ce que va suggérer Gibson, c'est qu'en gros, l'environnement, ce qui fournit directement à l'individu, ce sont des potentialités d'action, des potentialités à agir, et que le système cognitif, en fait, il a évolué pour capturer très vite ces potentialités à agir. Donc, dans ce contexte-là, et c'est ce que suggèrent ces résultats, c'est que l'environnement et l'individu ne peuvent pas être conçus de manière séparée, ils sont forcément codéterminés ici, codépendants, puisque l'action ici d'un individu ne peut pas s'envisager en dialogue. Alors, je répondrai, pardon, je vois qu'il y a une question qui est apparue. Je vous y répondrai juste après si ça ne vous ennuie pas, Pascal. Mais j'ai bien noté que vous avez posé une question. Donc ici, en gros, ça nous montre quoi? Ça nous montre que
le fait qu'on puisse agir dans un environnement le fait que l'environnement nous invite ici à l'action nous amène à considérer que l'individu et l'environnement ne sont pas des entités qui sont séparables, mais bien des entités ici qui seraient complémentaires. Or, on pourrait se dire, oui, mais ces affordances, là, telles que je les décris, on semblerait que c'est un peu des propriétés de l'environnement, ça veut dire que c'est des choses qui existeraient dans l'environnement, et donc ça ne serait pas du tout incompatible avec ce que je vous ai dit sur le cognitivisme, à savoir qu'il existerait dans l'environnement de l'information, et c'est juste que parmi ces informations, il y aurait des affordances, et on pourrait passer directement de ces informations que l'on percevrait à de l'action, sans avoir nécessairement besoin de se représenter ici les informations. Néanmoins, on pourrait aussi considérer que ces affordances, elles seraient spécifiques un petit peu aux individus, c'est-à-dire que ces informations présentes dans l'environnement, elles ne seraient pas données en tant que telles à l'individu, mais elles pourraient se construire à travers la relation qu'entretient un individu spécifique avec son environnement. En d'autres termes, on pourrait se dire que la relation à un environnement, elle ne serait pas stable, mais elle pourrait évoluer dans le temps, voire elle pourrait aussi se co-construire. En d'autres termes, l'environnement pourrait nous fournir des informations, des indications, on va dire, sur une action potentielle à fournir, mais en même temps, l'individu, il pourrait ou ne pas y réagir. Et ça a été très bien capturé à travers une série d'études que je vais vous présenter encore une fois assez rapidement. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Dans lesquelles on demande, c'est une étude de Constantini et collaborateurs, dans lesquelles on demande aux participants, cette fois-ci, donc on va encore travailler sur cette compatibilité que je vous ai décrite entre des propriétés de l'environnement et des réponses à fournir latéralisées de la part du participant. Donc cette fois-ci, ce qu'on demande aux participants, c'est qu'on lui dit, vous allez avoir un point de fixation. Suite à ce point de fixation, vous allez avoir une instruction, c'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà le geste que vous devez fournir avec le bras. Quand le stimulus go, c'est-à-dire que quand le stimulus ici va apparaître, donc le stimulus n'a pas encore apparu, on lui dit, voilà, vous allez devoir ici faire un geste du bras droit, mais parfois on peut aussi leur indiquer qu'il faudra faire un geste du bras gauche. S'ensuit un délai variable, donc pour éviter de l'habituation et des anticipations de la part du participant. Après apparaît un stimulus go. Donc, ce stimulus go, c'est le moment où le participant doit fournir le geste qu'on lui a dit. C'est-à-dire qu'il doit tendre le bras droit ou tendre le bras gauche. Ce que vous pouvez constater, c'est que sur ce stimulus go, on a un objet. Et cet objet, c'est un objet qui est censé être préhensible par une partie ici, la hanse. Et cet objet, il va pouvoir être orienté soit avec la partie préhensible à droite, soit avec la partie préhensible à gauche. Ici, l'idée, c'est de pouvoir mesurer des effets de compatibilité tels que je vous les ai présentés avec Tucker Ellis, avec, entre guillemets, l'idée que si la partie préhensible ici de l'objet, vous voyez ici que la tasse est présentée à droite, elle est compatible avec le geste que le participant doit fournir, ici il doit tendre le bras droit, il devrait être plus rapide à tendre le bras droit que si on lui avait demandé ici de tendre le bras gauche ou que la tasse était orientée à gauche. Donc, cet effet-là, ils vont essayer de mettre à l'épreuve, on va dire, une certaine contrainte spatiale. En d'autres termes, ils vont se dire, voilà, si l'environnement, il est toujours stable, c'est-à-dire que si l'environnement, quelle que soit en fait, la position en fait, ici de la tasse, enfin, quelle que soit la tasse que je présente, normalement, on devrait retrouver cet effet-là de compatibilité, puisque la tasse ne changeant pas, les propriétés que m'évoque la tasse devraient être les mêmes, et comme les propriétés de la tasse que m'évoque la tasse devraient être les mêmes, en gros, ça devrait m'inviter à fournir toujours les mêmes actions. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est un peu de mettre à l'épreuve cette idée-là en proposant aux participants deux conditions. Une condition dans laquelle la tasse est atteignable, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que le participant est face à un écran qui simule un environnement 3D dans lequel en fait, ils ont l'impression ici que la tasse est à côté d'eux, ou la tasse, elle apparaîtrait au bout de la table. Donc ici, ça serait une tasse qui serait non atteignable. Et donc, si on va dire l'environnement est le même, quel que soit en fait
si la tasse pardon, est la même, quelle que soit sa position dans l'environnement, on devrait retrouver des effets comparables, que la tasse soit atteignable ou non atteignable. Si en revanche, l'environnement et les objets avec lesquels j'interagisse se co-construisent à partir également de mes potentialités d'action, de ce que je peux faire ici avec l'environnement, la tasse qui est atteignable, elle devrait produire des effets qui ne sont pas les mêmes lorsque la tasse est non atteignable. Et donc, ce qu'on constate ici, c'est que quand la tasse est atteignable, les participants sont plus rapides à faire le geste, le geste avec le bras lorsque ce geste il est compatible, c'est-à-dire qu'il est du même côté que la partie préhensible de l'objet. Donc ici, dans mon exemple, si je dois faire un geste du bras droit, je suis plus rapide à faire mon geste du bras droit si la tasse est orientée à droite plutôt qu'à gauche. Donc, comme si j'allais saisir la tasse. En revanche, ce qu'on constate, c'est que quand, et cet effet est significatif, cette différence est différente d'une différence au hasard. En revanche, ce qu'on constate, c'est quand la tasse ici est inatteignable, on n'observe plus cet effet-là. Voire, on a presque un effet qui est inversé. Donc, qu'est-ce que suggèrent ces résultats? Ils suggèrent tout simplement que lorsque la tasse est atteignable, elle produit des effets. Donc, ici, des effets, on va dire, de compatibilité visuomoteur qui ne sont pas les mêmes que lorsque la tasse est non atteignable. Et donc, potentiellement, ça laisse suggérer ici que ce n'est pas nécessairement la même tasse en fonction de sa position dans l'environnement. Comme si mes propres potentialités à agir, le fait que je puisse agir ou non dans un espace, ça a des conséquences sur la manière dont je vais pouvoir construire mon environnement. Ensuite, ce qu'ils ont fait dans une deuxième expérience pour montrer qu'en fait, cet environnement, il ne se limite pas à des objets physiques. Ce n'est pas uniquement cet environnement des objets physiques, mais il y a aussi des objets sociaux. Et surtout, cet environnement, ma cognition, pardon, elle peut aussi s'étendre. Donc, ma potentialité à agir et ma cognition, elle peut aussi s'étendre sur ces caractéristiques de l'environnement, de telle manière que si en gros on me donne la possibilité d'aller agir dans cet endroit de l'espace, si on me donnait la possibilité d'aller agir dans cet endroit de l'espace, je devrais pouvoir normalement restaurer des effets de potentialité, des effets de compatibilité ici, que j'observe lorsque la tasse est atteignable. Donc pour pouvoir faire ça, ils ont fait une deuxième expérience dans laquelle ils ont mis un avatar qui lui est en possibilité de saisir la tasse. Imaginons, nous, participants, on ne peut pas saisir la tasse, mais lui, l'avatar peut saisir cette tasse. Et donc, l'idée, c'était de voir si on place ici un avatar dans cet espace qui n'est pas atteignable pour le participant, mais qui est atteignable pour l'avatar. Est-ce que l'on va spontanément intégrer cette nouvelle ressource, intégrer justement ici cette potentialité à agir à notre propre potentialité à agir. Donc, ils font la même tâche aux participants. Les participants doivent tendre le bras quand le stimulus go apparaît. Dans la moitié des essais, la tasse est atteignable. Dans la moitié des essais, la tasse n'est non atteignable. Et ce qu'on retrouve ici, c'est le même effet. Ça va avoir un effet de compatibilité. Les participants sont plus rapides. Quand l'orientation de la tasse est congruente avec le geste du bras que je dois fournir, que quand la tasse est incongruente ici, et ce, quelle que soit la position de la tasse, que la tasse soit atteignable ou non atteignable. Donc ici, ça laisse suggérer que les affordances, ce qu'on appelle affordance ici, ce n'est pas une propriété simple de l'environnement, mais c'est bien une construction qui se fait ici et maintenant, à la fois à partir des spécificités individuelles, donc la capacité que l'on a en fait à agir ou pas dans l'espace, ici, dans mon exemple, mais aussi des propriétés de l'environnement, la présence ou l'absence ici de quelqu'un qui pourrait être une ressource pour mon action ou un outil qui me permette d'atteindre cette tasse. Donc, dans ce courant qu'on va appeler une activiste, ici, l'environnement et l'individu, ce ne sont plus des entités séparables, ce sont cette fois-ci des entités qui se co-construisent.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus, au final, étudier l'environnement sans intégrer les caractéristiques en fait, de la personne qui observe cet environnement, en tout cas d'un point de vue psychologique. Donc, pour terminer, parce que je vois que j'ai un peu dépassé mon exposé, ma demi-heure, et je ne vais pas vous prendre trop de temps, hein, mais pour terminer, ici, si effectivement l'individu et l'environnement sont en co-construction, comment on peut considérer ici et rendre compte de l'expérience cognitive? Parce qu'on se dit, oui, mais attendez, si l'individu et l'environnement se co-construisent, là, dans l'exemple que je vous ai présenté, vous avez dit, oui, c'est une tasse, mais ça reste une tasse, c'est toujours la même tasse. Donc, cette expérience cognitive que l'on a, et pourtant, on a vu que l'effet que produit cette tasse, ce n'est plus le même effet, donc techniquement, ce n'est plus la même tasse. Et comment ça se fait qu'on a cette expérience cognitive de permanence? Comment ça se fait qu'au final, on a des expériences cognitives dans lesquelles on a l'impression qu'il y a un environnement qui est stable, qui existe en dehors de nous? Et comment on peut l'expliquer, hein, comment on peut le représenter, enfin, comment on peut expliquer ces expériences cognitives? On a proposé un modèle que je vais vous décrire rapidement, dans lequel en fait on suggère assez simplement que les expériences cognitives, ce que le cognitiviste pourrait appeler la représentation, ce n'est pas quelque chose qui préexiste à l'interaction, mais c'est quelque chose qui va se construire et émerger dans l'interaction d'un individu avec son environnement par sa sensorimotricité. Et donc, l'idée, c'est de considérer que tout individu, par ses expériences, va accumuler des traces sensorimotrices. Donc, ces traces, ce sont le reflet de ces interactions entre cet individu et son environnement dans le temps, et que vont émerger à des instants précis, à partir d'interactions dans le présent, des expériences cognitives distinctes. Et le processus que l'on pense être à l'origine ici de l'émergence de ces expériences cognitives, c'est un processus d'appariement global. Pour vous illustrer très rapidement ce processus d'appariement global, j'ai essayé de vous trouver une illustration. Donc, je vous ai pris l'échiquier d'Adelson. Je pense être une bonne illustration de ce processus d'appariement global. Donc, un processus d'appariement global fonctionnerait à partir d'un appariement entre l'interaction présente et potentiellement des interactions passées pour nous faire émerger au final, enfin pour faire émerger un état cognitif et qu'on va pouvoir ensuite interpréter. Ici, par exemple, je pourrais vous demander, j'ai la case A et j'ai la case B, et je pourrais vous demander, est-ce que la case A et la case B sont de la même couleur? Qu'est-ce que vous voulez juger comme étant de la même couleur? Donc, quand je vous fais faire cette activité, je m'attendais à une réponse, mais ce n'est pas grave. Quand je vous fais juger, non, merci Anne-Sophie, merci Mathieu. Quand je vous fais juger de cette activité, en fait, ce que je vous demande, c'est de construire en fait un état mental, et dans cet état mental, je vous demande au final, je vous demande d'interpréter d'une certaine manière en fait la situation. Et l'idée, c'est que quand vous faites ça, vous allez coupler des informations qui seraient du présent avec des informations qui seraient dans le passé. Et donc, notamment ici, des interactions que vous avez déjà eues avec des objets, donc des objets qui ont des ombres portées. Donc, vous savez, entre guillemets, que quand la lumière vient d'ici, ici, ce cylindre projette son ombre, ce qui fait que cette case, elle doit être légèrement plus foncée que ces cases-là, hein, qui, elles, sont dans la lumière. Et également, vous savez, en ayant interagi avec des damiers, ou des échiquiers, qu'un damier ou un échiquier, c'est une alternance entre des cases claires et des cases foncées, des cases blanches et des cases noires. Donc ici, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais vous sortir le poids de ces interactions passées, pour vous faire coupler d'une nouvelle manière ces cases, dans un autre contexte, pour essayer de diminuer justement ici le poids des interactions passées. Donc là, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais déplacer ces cases et je vais vous demander maintenant, est-ce que vous pensez que ces cases, elles sont de couleurs identiques ou de couleurs différentes? Est-ce qu'elles sont de la même couleur?
Merci Mathieu d'avoir trollé dès le départ. Donc, effectivement, ici, en vous diminuant en fait ce poids des interactions sensorimotrices passées, donc en vous en couplez d'une autre manière, on va dire, votre système cognitif avec ces informations qui seraient dans l'environnement, ben, ça fait générer une nouvelle cognition que l'on aurait par rapport à la couleur de ces cases. Donc ici, ce que j'ai essayé de vous faire expérimenter, c'est très rapidement, c'est ce processus d'appareillement global qui qui serait à l'origine de la genèse des états cognitifs. Et enfin, pour terminer, bah, ce processus d'appareillement global, il serait plus ou moins facile. Voilà, ce serait plus ou moins facile de générer des états mentaux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette genèse de ces états mentaux, elle est plus ou moins coûteuse, plus ou moins facile, plus ou moins fluente. Et ce qui est intéressant, c'est que le système cognitif, l'agent que nous sommes, en fait, on est très sensible à cette fluence. Et c'est cette fluence qui nous permettrait justement de colorer un peu nos états passés pour dire, voilà, est-ce que c'est plutôt de la mémoire, est-ce que c'est plutôt de la perception, est-ce que c'est plutôt de l'émotion, de lui donner une valeur. Ici, je vous prends un exemple qui est qu'on appelle le sentiment de passéité, c'est-à-dire que le sentiment qu'on pense que ça s'est produit dans le passé. Et de montrer en fait qu'en manipulant cette fluence, on peut générer ou non un sentiment de passé. Donc, c'est une étude de Whittlesey et collaborateurs de 1989 qui est assez classique, dans lesquelles on demande aux participants d'étudier du matériel. Donc, en gros, on leur dit voilà une liste. Donc, il faut imaginer ici que les mots sont présentés les uns à la suite des autres aux participants. Et ce qu'on leur demande, c'est de les mémoriser dans le but de les restituer. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des mots qui sont des vrais mots et des mots qu'on appelle des non-mots, c'est-à-dire des mots qui n'existent pas. Donc, ce ne sont pas des pseudo-mots, hein, ce n'est pas des mots dans lesquels on aurait modifié l'orthographe, mais c'est bien des non-mots ici, ce sont des mots qui n'existent pas et qu'on a fait rendu ici, les auteurs les ont rendus plus ou moins faciles à prononcer. Avec l'idée qu'ici, le non-mot ancien serait plus facile à prononcer que le non-mot ici, je ne vais pas arriver à le prononcer, frag, voilà, j'ai essayé, qui, elle, lui, serait plus difficile à prononcer. Donc, les participants font ça, ils étudient ces mots-là, et ensuite, on va leur proposer une phase test dans laquelle ils ont à faire une tâche de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on leur présente une nouvelle liste, et dans cette liste, ils doivent juger le plus rapidement possible si l'item qu'on leur a présenté, c'est un item qui est nouveau ou c'est un item qui est ancien. En gros, c'est un item qu'ils ont déjà vu dans la liste d'études ou c'est un item qu'ils n'ont pas vu. Et là, ce qu'on manipule, c'est qu'on fait en sorte que les non-mots, on ait des mots, c'est-à-dire qu'on a des mots qui sont anciens, des mots qui sont nouveaux. Hein. Les mots anciens, ce sont les mots qui ont été vus dans la liste. On a des non-mots qui sont soit anciens, soit nouveaux, mais surtout, on a des non-mots qui sont fluents, donc qui sont facilement prononçables, et des non-mots qui sont difficilement prononçables. Et donc, ce qu'ont mis en évidence les auteurs, qui est assez intéressant ici, c'est ce qu'ils ont appelé un effet de fluence. Donc, ils ont joué sur l'orthographe ici de fluence. Hein. Ils ont appelé ça un fluency effect. C'est-à-dire que les participants, lorsqu'on leur présente des non-mots qui sont fluents, que ces non-mots soient anciens ou que ces non-mots soient nouveaux, ils ont tendance à juger ces non-mots comme étant plus facilement anciens, alors que potentiellement, ils n'ont jamais vu ces non-mots-là. L'idée ici, c'est que la facilité avec laquelle on va interagir avec cet objet, donc la facilité avec laquelle on va générer un état mental sur cet objet, on a tendance en fait à attribuer cette facilité ici au fait que l'on connaisse déjà le nom. Donc, pour conclure, et puis après je vous laisse là, hein, et je vous remercie par avance de m'avoir écouté jusqu'au bout. Hein. Donc, la cognition incarnée, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas simplement une propriété de la représentation cognitive. Hein. On pourrait se dire, bah, oui, c'est très bien, en fait, on a un corps, ce corps, il interagit avec l'environnement, ce corps, il varie, ce corps, il me donne des informations, ben, il n'y a pas de raison que dans les représentations que j'ai des objets du monde, ces états corporels ne soient pas conservés. Donc oui, pourquoi pas, hein, et effectivement, c'est une certaine avancée, on va dire, en psychologie cognitive, en sciences cognitives. Mais ici, ce qu'il faut se dire, c'est que la cognition incarnée, qu'est-ce qu'elle nous offre? Elle nous offre la possibilité
de considérer ben, la cognition non plus comme l'activation de représentations mentales, mais comme une expérience à part entière, expérience qui se construit par l'interaction sensorimotrice entre un individu et son environnement. Et donc là, l'interaction devient vraiment la pierre angulaire, j'ai envie de dire, de l'explication d'une expérience cognitive. Et c'est en ça que je trouve que le théâtre, de manière générale, le spectacle vivant, c'est un formidable laboratoire pour essayer de comprendre la genèse de ces expériences cognitives, puisque je pense que Gabriel et Sophia vous en parlera mieux que moi, hein. Mais concevoir l'individu ici, l'acteur et le spectateur, comme un couple en interaction, ça permet au final de comprendre et que l'expérience au final du point de vue du spectateur, elle est basée sur cette interaction. Ça nous donne en fait la possibilité ici d'aller expérimenter en quoi cette explication au final qui serait spécifique au théâtre, enfin elle ne serait pas spécifique au théâtre, mais elle pourrait se généraliser à toutes les interactions que l'on a avec des objets du monde. Voilà, que ces objets d'ailleurs soient physiques ou non. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis désolé d'avoir dépassé allègrement le temps qui m'était imparti. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Lionel. Donc, vous m'entendez là? C'est bon, ouais, je vous ai rejoint en cours de route. Encore toutes mes excuses pour ces problèmes de connexion. Et je ne sais pas du coup si maintenant je ne suis plus au téléphone, tu peux ou tu voudrais rétablir ta caméra, Lionel, pour que les interactions soient un peu plus physiques et matérielles, puisqu'il est question de ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors, levez la main, les écrire dans le chat. Voilà, non, Pascal. Oui, d'ailleurs, Pascal Briet avait posé une question, Lionel, que tu avais noté tout à l'heure. Je crois je peux la reposer peut-être. Oui, la question que je me posais, c'était à propos de l'expérience sur les objets à l'envers. Et je me demandais si le fait que les gens soient gauchers ou droitiers, en fait, ça n'avait pas aussi une influence sur la manière dont ils pouvaient répondre à simplement la question, est-ce qu'il est à l'endroit ou à l'envers, et influencer aussi donc le temps de réponse physique sur le clavier. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, est-ce que vous me voyez? Parce que j'ai activé ma caméra, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Si, ça marche. Vous me voyez? Super. Ah, génial. Donc, merci pour cette question, puisque c'est une question effectivement qui a alimenté aussi la littérature sur ces effets de compatibilité. Alors là, dans les résultats que je vous présente, c'est les résultats où droitier-gaucher c'est confondu. Donc en gros, cet effet, en fait, il s'observe aussi bien que l'on soit droitier ou que l'on soit gaucher. En revanche, vous avez des auteurs qui sont intéressés à ces effets de latéralité, c'est-à-dire qu'au fait qu'on soit droitier, c'est une certaine spécificité corporelle, ou le fait qu'on soit gaucher, c'est aussi une certaine spécificité corporelle. En d'autres termes, moi, je suis plutôt droitier, et donc le fait d'être droitier, ça m'amène à interagir d'une certaine manière avec le monde, qui n'est pas tout à fait la même que celle d'un gaucher, et inversement d'ailleurs. Et donc ça, cette spécificité corporelle, ça a beaucoup été étudié pas trop dans le domaine de la perception, tel que je vous l'ai présenté, mais plutôt dans le domaine de l'émotion, notamment parce qu'il existe un peu des métaphores qui sont des métaphores un peu conceptuelles ou du type
On parle de quelqu'un quand il est maladroit, on dit qu'il est un peu gauche. On dit que de quelqu'un, ça peut être mon bras droit aussi. Donc l'idée que l'espace il puisse être connu. Et en fait, on montre que ces métaphores-là, en fait, c'est principalement parce que les gens, parce qu'on pourrait se dire, c'est le droite, c'est toujours positif et gauche, c'est toujours négatif. En fait, pas du tout. C'est juste que les droitiers, ils ont tendance en fait à avoir plus de facilité à interagir dans l'espace droit. Donc, comme ils ont plus de facilité à interagir dans l'espace droit, donc cet espace va être connoté plus facilement pour eux, donc plus positivement aussi pour eux. Et inversement pour les gauchers, c'est-à-dire que les gauchers qui ont plus de facilité à interagir dans l'espace gauche, eux, ils vont avoir plutôt un espace gauche qui va être connoté positivement parce qu'ils ont une facilité à interagir dans cet espace. Donc, moi, je me suis un peu écarté de votre question, mais tout ça pour vous dire que la latéralité, ça ne joue pas sur les effets que je vous ai présentés de Tucker-Ellis. Mais en revanche, cette latéralité, elle peut être prise en compte pour expliquer certaines spécificités de l'interaction entre un individu et son environnement. Merci. Je crois que Marie-Hélène a une question sur la diapo de l'avatar. Oui. Alors, si tu mets ton micro, vous pouvez mettre votre micro. Oui, c'est une question tout à fait qui n'est pas du tout orientée, qui donc modifie la perception de l'accessibilité de la tasse, si j'ai bien compris. Est-ce que l'expérience théâtrale, ou sur l'expérience théâtrale, des études ont été menées à partir de cette situation-là que vous présentez dans cette diapo. C'est-à-dire que l'avatar serait par exemple une image de l'acteur présent sur scène qui agirait avec une projection de la part du spectateur sur l'acteur. Simplement pour savoir si ça vous sert de point de départ pour travailler sur le théâtre ou si c'est une erreur de ma part. Je vous remercie pour cette question-là parce que je pense que Gabriele, je ne veux pas lui pense, que lui spécifiquement, il a traité ces questions-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que en gros, cette corporalité, cette motricité ou cette possibilité qu'a ici l'avatar d'incarner au final un acteur ou un non-acteur, d'ailleurs, tout simplement d'agir, c'est quelque chose en tant qu'individu pour lequel on est extrêmement sensible et qu'on a tendance, généralement, je vais utiliser un terme qui est de co-représenter, même si ce n'est pas tout à fait le bon terme, mais en gros, quand on voit quelqu'un agir, quand on voit quelqu'un qui peut agir, on a tendance un peu immédiatement à co-représenter en fait l'action que peut avoir cette personne-là. Et donc, c'est un outil qui est très puissant. C'est parce que ça serait la base de notre capacité en fait à collaborer et à agir de manière conjointe avec nos pairs. Bon, pas que, parce que ça pourrait aussi s'observer à travers des objets, certains objets et certains animaux. Donc, on pourra également co-représenter, on pourra également co-représenter leurs actions, mais zoner avec les états sensorimoteurs d'autrui, c'est une capacité centrale pour pouvoir tout simplement maintenir des relations sociales et agir de manière adaptée dans un environnement dans lequel on est en permanence en interaction avec d'autres agents. Donc, moi, c'est pourquoi le théâtre? Parce que derrière votre question, c'est un petit peu pourquoi le théâtre? Pourquoi le théâtre? Moi, ça m'intéresse parce que au final, c'est qu'on soit du point de vue, moi, c'est plutôt d'un point de vue expérientiel ou d'un point de vue c'est pas tant en termes de technique ou en termes mais plus au niveau de qu'est-ce que ça nécessite ou mobilise comme expérience cognitive ici. C'est extrêmement intéressant parce qu'on est dans une situation
dans lesquels nécessairement il doit avoir de l'interaction, nécessairement on a de la sensorimotricité et on a des échanges sensorimoteurs. Et donc, pour le coup, on est vraiment sur j'aurais dire une situation dans laquelle on peut expérimenter très facilement des hypothèses sur on peut tester très facilement des hypothèses sur ce fonctionnement cognitif, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire en termes de co-représentation à l'œuvre dans le cadre d'une expérience esthétique. Donc ça, c'est des choses qu'on n'en a aucune idée. Et donc, on pourrait facilement expérimenter dans le cadre du spectacle vivant. Si vous voulez, je peux dire en 2 mots comment je la connectais avec la question du spectateur, ou sinon je le présente plus tard. Anne-Sophie, tu me dis. En 2 mots, il y a d'autres questions derrière. Oui, j'en en parle plus tard. Oui, bien sûr. Oui, alors juste avant de donner la parole à Michel Briand, Lionel, tu co-représente. Alors, Marie-Hélène parlait de se projeter dans. Est-ce que c'est vivre avec? En fait, qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce mot co-représenter, ou pourquoi ça plutôt que se projeter? Est-ce qu'on peut préciser ici ce qu'on ne sait pas, c'est l'objet, c'est ce que je suis en train de. Je ne suis pas le seul, on est plusieurs à chercher un peu dans cette direction. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ici, ces effets qu'on observe là, ces effets de restauration de ces potentialités d'action, est-ce que c'est de la prise de perspective? En gros, c'est de la prise de perspective un peu spatiale. Je prends la place d'eux, donc je me mets à la place de l'acteur, je me mets à la place de cet avatar, et en fait, c'est comme si je voyais la scène depuis ses yeux. Donc, comme si je vois la scène depuis ses yeux, en fait, je prends sa perspective. Est-ce que c'est une question de prise de perspective? Donc, dans ce cas-là, ça serait plutôt se projeter d'eux, incarner quelqu'un d'autre, c'est vivre à la place d'eux. OK? Ou est-ce que c'est vraiment de la co-représentation, c'est-à-dire qu'en gros, je suis toujours moi, mais dans ce moi, il y a un événement alternatif, c'est une action alternative qui vient générer autrui. Et cette action alternative que je viens générer autrui, en fait, je suis capable de raisonner avec, parce que je sais faire, parce que c'est suffisamment similaire avec ce que j'ai l'habitude de voir, parce qu'on m'invite aussi à raisonner. Et donc, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que je viens intégrer en fait à ma propre cognition quelque chose qui était au départ extérieur à moi, qui devient en fait un peu moi, quoi. Et donc, c'est plus de la prise de perspective, mais c'est vraiment de l'intégration d'une nouvelle potentialité, ou le terme qui est utilisé, c'est une co-représentation d'une action alternative, quoi. Donc, en fait, ça serait excusez-moi, c'est juste Fabienne Dumontet. Bonjour. Bonjour. Ce serait la différence entre une projection et une participation, d'une certaine manière. Oui, après, je ne sais pas quel sens vous mettez derrière la projection, mais ça me semble, en gros, je me vis à la place d'eux, c'est-à-dire que je vis comme si c'était moi l'acteur. C'est pour ça que le terme simulation, je ne vous en ai pas parlé, parce que je n'aime pas trop ce terme simulation, après on pourra en discuter, hein. Mais ça serait un peu ça, c'est qu'en gros, c'est un peu comme si je simulais quelque chose qui était extérieur à moi et que je jouais un petit peu ce que je voyais aussi, mais pas à la première personne, mais aussi à la première personne. Donc, je prends une perspective qui n'est pas la même et je me projette, si vous voulez, à la place de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité qui est qu'en fait, non, je ne change pas du tout de perspective, mais ma perspective, enfin, ce n'est pas que je me déplace ma perspective, c'est ma perspective vient s'enrichir d'un événement qui était extérieur à moi, ici, quelqu'un qui agit, et que je viens intégrer à mes propres, ici, potentialités d'action, mais ma propre cognition. Excusez-moi, c'est vraiment très, très intéressant. Et au-delà même du théâtre, en littérature aussi, ça pose la question du lecteur et de l'empathie, en fait, la question de l'empathie dans l'expérience esthétique. Est-ce que vous pourrez nous donner une bibliographie
ce débat, justement, auquel vous participez apparemment. Parce que... Oui, je peux. Oui, je peux. Je vais le noter. Merci beaucoup. Parce que ça engage, en tout cas, par exemple, en littérature, en lecture littéraire, des questions de distanciation, d'empathie et du coup d'éthique aussi, qui sont des questions assez brûlantes dans l'actualité des études littéraires. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup, Fabienne. Alors, Michel indiquait que c'était un peu... Merci beaucoup en tout cas pour cet exposé. Alors, ma question, c'était un peu à la suite je voulais savoir si pour vous, bon, elle n'est peut-être pas appropriée par ailleurs, mais je voulais savoir si pour vous, les effets, les phénomènes que vous avez observés en termes de cognition incarnée, vous les avez observés aussi dans le domaine de la littérature, d'une part. C'est pour ça que je parlais d'imagination, hein, de représentation mentale. Ou bien si vous les avez observés aussi, par exemple, au théâtre, quand un personnage, un messager par exemple, raconte quelque chose qui s'est passé à l'extérieur de la scène ou décrit quelque chose qui se passe à l'extérieur de la scène. Voilà, c'est en rapport avec justement ces questions de la dialectique de l'immersion et de la distance, la lecture ou bien le caractère indirect. Enfin voilà, je ne sais pas. Donc le corps du lecteur et le corps du spectateur quand il imagine. Je suis moins spécialiste, mais je pourrais vous donner une collègue qui est spécialiste vraiment dans la compréhension de texte. Et plutôt bien connu, qu'on appelle l'effet ACE, c'est pour Action Compatibility Effect. En gros, ce qu'on a constaté, c'est que si on demande à des gens, donc on leur dit de lire des phrases, donc ils doivent lire des phrases. Ces phrases, elles peuvent être à la première personne, troisième personne. Donc ça, c'est une manipulation qui a été faite par la suite. Mais surtout, ces phrases, elles impliquent un mouvement qui est directionnel. C'est-à-dire soit c'est un mouvement qui est vers soi, soit c'est un mouvement qui est hors de soi. Par exemple, c'est, je sais pas, moi, j'ai tendu un bouquet à Marc, ou j'ai tiré le tiroir. Okay, donc, j'ai tendu le bouquet à quelqu'un, ça veut dire que c'est plutôt une action qui est en dehors de soi. Et quand j'ai tiré un tiroir, c'est plutôt une action vers soi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens, donc, je sais pas moi, des phrases du type, je sais pas moi, il appelait je vais dire une grosse bêtise, mais il appelait une noix de coco. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Et donc, ils doivent juger les participants si la phrase elle a du sens ou elle n'a pas de sens. Et pour pouvoir fournir la réponse, ils vont devoir mimer une action qui est soit une action qui est vers soi, soit une action qui est en dehors de soi. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont devoir appuyer sur une touche. Quand ils vont devoir dire, par exemple, l'action, elle a du sens, ils vont aller appuyer vers une touche qui est loin d'eux. Ou quand la touche, elle est... Quand ils vont devoir dire que la touche, quand ça n'a pas de sens, ils vont aller appuyer sur une touche qui est près d'eux. Donc, ça va mimer un mouvement qui est un mouvement hors de soi ou vers soi, quoi. Et donc, ce qu'on constate, c'est que, après, en termes de mémorisation des énoncés, en termes de rapidité avec laquelle ils vont fournir réaliser la tâche de compréhension, hein, pas la tâche de jugement de sens ou non du contenu, on observe une compatibilité, c'est-à-dire que lorsque le mouvement qui est décrit dans la phrase il est compatible avec le mouvement pour fournir la réponse, les participants sont plus rapides et se souviennent mieux des énoncés. Donc, ça laisse suggérer que, dans un premier temps, que la personne, quand elle lit, elle a tendance à simuler l'action qui est décrite dans la phrase, comme s'il le vivait à la première personne.
Donc, je ne sais pas si ça vous aide un petit peu dans ce... Mais il y a des travaux effectivement sur la compréhension de texte pour essayer de montrer que quand on est lecteur, en fait, on a tendance en fait à se mettre à la place d'un protagoniste et à raisonner avec les actions de ce protagoniste. Ouais, ouais. Non, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, en particulier les dernières remarques sur les questions de pronoms, en fait. Hein. Ça peut être intéressant. Je crois aussi que les antiquisants pourraient trouver peut-être des choses chez les lecteurs anciens sur la manière de se représenter ces modes de réception. Et puis, je voulais remercier une collègue, donc Fabienne Dumontet, qui a mis une référence oui, je viens de voir qui semble tout à fait intéressante là-dessus, Karine Kekone. Voilà, merci beaucoup. Je me permets de vous la mettre, Monsieur Briand, parce Oui. que cet article-là est particulièrement intéressant parce qu'il fait le lien entre les théories de la réception de type Jauss et compagnie, voilà, on va dire, et ce nouveau paradigme de la cognition incarnée. Et donc, je trouve que c'est très intéressant dans le domaine de la littérature pour disons, une remise à jour de toutes les théories de la réception sur lesquelles on a travaillé. Ça me sera très, très utile parce que dans mon université à Poitiers, l'année dernière, nous avons eu un colloque, mais interdisciplinaire, hein, avec des collègues de lettres modernes et de littérature comparée notamment, sur l'identification aux personnages l'identification des personnages de romans grecs, mais j'avais pas tous les moyens. Et là, je pense que ce qui... Merci encore. Merci à vous. Alors oui, il y a des références là qui arrivent. Gabriel et Sophia. Une question d'Emmanuel Valette. Dans quelle mesure l'univers vidéoludique permet-il d'étudier ces phénomènes de cognition, d'immersion? Je ne sais pas si vous voulez intervenir, Emmanuel. Ben, on peut se donner encore quelques minutes là pour les... Pardon, je vais poser ma question par oral parce que c'est vrai qu'en voyant ces images avec l'avatar, etc., j'imagine que les gens qui étudient, qui conçoivent en réalité les jeux, est-ce qu'ils s'appuient sur ces études ou au contraire, est-ce que ces travaux peuvent aussi réfléchir à partir de l'expérience du joueur et de les comparer justement avec le théâtral, dans une performance dansée, etc. Dans quel sens ça marche? C'est extrêmement intéressant parce que c'est extrêmement intéressant. C'est pareil, ça fait partie de mon actualité en ce moment. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, en gros, c'est l'expérience à proprement parler. C'est-à-dire que comment je fais pour vivre, en fait, qu'on soit dans une expérience de jeu, qu'on soit dans une expérience de spectacle, qu'on soit dans une expérience de classe, que ce soit une classe, une expérience d'apprentissage, peu importe, au final, le type d'expérience qu'on va vivre, c'est qu'est-ce qui m'amène à vivre ces expériences-là, comment je peux les renforcer et comment je peux, au final, rendre plus immersif, en fait, des environnements pour que l'expérience qui soit vécue par l'utilisateur corresponde à mes attentes. Voilà, moi, je m'attends, quand je fais un jeu vidéo, à ce que les personnes, je ne sais pas, moi, ils pensent qu'ils voyagent d'une planète à une autre. Comment je fais pour être sûr qu'ils aient bien l'impression qu'ils voyagent d'une planète à une autre? Mais c'est la même chose que quand je repense toujours à Gabriele, qui nous a fait une première présentation qui veut nous faire véhiculer l'idée et faire vivre l'expérience qu'il est en train de déplacer quelque chose de lourd. Comment il fait au final pour qu'il nous amène à vivre cette expérience-là? Donc, tout ça, c'est je trouve des questions qui sont transversales. J'ai l'impression, hein, pas forcément au jeu vidéo, mais vraiment à l'interaction plutôt homme-machine. Donc, c'est un peu la même idée. Hein. C'est comment je peux faire pour que l'expérience entre un utilisateur et une machine, elle soit la plus fluide et la plus simple possible. Et donc, il semblerait que il y a un concept qui m'intéresse, et je pense pour aller chercher aussi de ce côté-là, c'est le concept d'agentivité. Et ce qu'on pourrait appeler le sentiment de présence. C'est deux concepts qui sont reliés.
C'est-à-dire que c'est le moment, ce qu'il faut aller chercher, essayer de comprendre, je pense, c'est le moment à partir duquel on se singularise de l'environnement et on se dit, bah, je suis je par rapport à l'environnement. Et il me semblerait que le fait de ressentir de la gentilité, c'est-à-dire de ressentir une forme de pouvoir ou une forme de capacité à transformer par son action l'environnement, ça peut être un bon point de départ pour essayer de capturer quelle expérience, en gros, comment produire de l'expérience, une certaine expérience, on va dire, chez les gens. Donc déjà, les amener à se sentir agents. Et ensuite, le deuxième chose, je pense, c'est la présence. Et là, la présence, elle passe beaucoup par la charge sensorimotrice et le vécu émotionnel, j'ai envie de dire. Et donc, renforcer la charge sensorimotrice, donc un peu cette immersion. Donc après, c'est ce qu'on essaie de faire avec le cinéma, avec les expériences 4D, avec l'IMAX, où on nous prévoit le meilleur son, les meilleures images, etc. Avec l'idée de renforcer cette immersion pour que le vécu soit plus fort au final, en termes d'un point de vue agentique, j'ai envie de dire. Et je pense que le plus important, c'est qu'il faut que la personne, elle se dise que dans cet environnement, dans lequel elle est en interaction, elle peut être agent. Et une fois que ça s'est mis en place, je pense que c'est là où l'expérience, elle peut se développer énormément, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez suivi jusqu'au bout, je suis un peu parti, peut-être un peu loin. Si, merci beaucoup, je trouve ça très, très éclairant. Bon, par ailleurs, c'est amusant, la gentilité, c'est un terme qu'on a travaillé dans un autre contexte avec certaines collègues qui sont là, donc c'est amusant que ça ressorte ici. Et alors, il y a une référence de Fabienne qui apparaît, et ce que tu dis du fait que on accroît la présence, il me semble qu'on le retrouve dans les analyses cognitives qui ont été faites récemment de Lénard Gaillard. Donc ça rejoint aussi la question de les récits de messagers. Voilà, le récit qui est tellement vivant qu'on a l'impression de le vivre. Et donc il y a des chercheurs antiquisants, philologues, qui ont retravaillé cette notion en montrant que quand on entend un récit de messager, on a l'impression de voir l'action, c'est pas forcément qu'il y a beaucoup de détails visuels dans le récit, mais c'est qu'il y a énormément d'indices narratifs qui stimulent la sensorimotricité. Donc c'est pas la question de voir un film défiler devant les yeux, mais vraiment de se percevoir en effet comme une présence, comme partie intégrante du monde de la fiction. Donc, je pense notamment donc, aux travaux de Jonas Gretlein et Luc Hoytink, pour ceux que ça s'intéresse. Voilà. Et il y a une réaction de Pascal Briet qui pointe un paradoxe. Oui, si je peux. Bon. Ce qui me frappe, c'est que donc, si j'ai bien compris, hein, le modèle repose sur cette idée qu'on co-construit une action d'une certaine manière avec l'avatar qu'on regarde. Mais ce qui caractérise le théâtre ou le cinéma, c'est qu'on est précisément empêché d'intensité à l'expérience. Je ne sais pas si je me fais... Je ne pourrais pas vous répondre. Je pourrais pas vous répondre spécifiquement là-dessus. C'est-à-dire que ça mériterait d'être testé, pourquoi pas, hein, de voir si un théâtre dans lequel, on va dire, le public serait amené à agir lui aussi, ce serait un théâtre qui serait moins intense qu'un théâtre dans lequel le public ne pourrait pas agir. Ça, je ne sais pas du tout. En revanche, cette action, elle n'est pas forcément, et c'est là où j'aurais peut-être dû préciser, c'est-à-dire que le fait même d'avoir une expérience, de générer une expérience, c'est déjà une forme d'action. C'est-à-dire que c'est ce couple individu-environnement qui va se stabiliser. Donc, c'est-à-dire que plus que l'action, c'est plus cette idée de mouvement perpétuel, de dynamique,
qui fait que, et d'autorégulation qui fait que il n'y a pas besoin d'avoir forcément de la motricité pour avoir co-construction, quoi. En revanche, l'intérêt de la motricité, c'est que ça renforce normalement la présence, parce qu'à travers cette motricité, il y a aussi de la sensorialité, il y a de la kinesthésie, il y a aussi le retour sensoriel, il y a de la contraction, de l'information proprioceptive. Donc, je pense que ça doit jouer sur la présence que de pouvoir avoir de la motricité, quoi. Mais à mon avis, sur cette co-construction, de ne pas avoir de motricité, je ne pense pas que ça soit de motricité, on va dire, forte. Je ne pense pas que ça soit un gros problème ou un gros frein. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette motricité, elle est avant tout de la part de l'acteur, enfin le spectateur, il va raisonner avec cette motricité. C'est un petit peu ce que je vous ai montré aussi avec les émotions, quand il parle de facial mimicry, hein, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un sourire, on a tendance à avoir des micro-stimulations en fait, également zygomatiques, comme si on faisait un petit sourire. Bah, c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même de l'activité musculaire, certes qui est très limitée, mais on aura quand même un petit peu de motricité, quoi. Oui, alors, et Caroline Plichon note qu'il y a d'ailleurs des expériences théâtrales qui font intervenir les spectateurs oui, bien qui sont sûr. plus actifs corporellement. Alors, écoutez, je vous propose de faire une petite pause et je pense qu'on va revenir sur ces questions avec l'intervention de Gabriele Sofia, qui intégrera en plus lui-même sa propre pratique physique corporelle du théâtre.